Le premier orateur est donc Olivier Guerrier, auteur de plusieurs ouvrages importants sur Montaigne. Et bon, il est clair que j'avais envie que cette journée commence par revenir à Montaigne, puisque Montaigne a été longtemps l'objet de mes propres travaux. Bon, je crois qu'il est l'un des plus intéressants parmi je crois qu'on peut encore dire, jeunes enseignants-chercheurs travaillant sur ce moment Renaissance, comme il l'appelle dans son titre. Et nous allons donc l'écouter revenir sur cet ouvrage intitulé « Rencontres et reconnaissance, les essais ou le jeu du hasard et de la vérité » qui a été publié il y a 2 ans, en 2016. Alors, bonjour. Souhaitant articuler une présentation de l'ouvrage sur et autour de Montaigne que le professeur Antoine Compagnon a bien voulu retenir, je le remercie, avec le sujet de ce colloque sur l'histoire littéraire et ses nouveaux objets et méthodes, j'ai donc proposé ce titre quelque peu téméraire, Montaigne et le moment Renaissance. Par-delà l'extraordinaire fortune dont ils ont joui dans la culture européenne et la ferveur qu'ils rencontrent auprès du lectorat encore aujourd'hui, les essais peuvent en effet apparaître comme révélateurs de la spécificité et de la productivité du texte dit littéraire à la Renaissance. Cette hypothèse se fonde sur l'idée selon laquelle le moment examiné constitue une rupture que Michel Foucault, l'un des premiers via son concept d'épistémé, avait tenté de mettre en évidence. On ne saurait revenir ici sur les débats autour de la périodisation qui contestent la Renaissance comme catégorie historiographique. Cela a encore été relancé par le récent livre de Jean-Marie Le Gall. On rappellera juste que l'époque s'est bel et bien pensée comme rupture de l'humanisme italien à l'étude des lettres de Budé, comme à la missive de Gargantua à Pantagruel, dans le Pantagruel, chapitre 8. Et surtout, puisqu'il s'agit de lui, que Montaigne, qui ne cesse de thématiser la nouveauté de son entreprise, apparaît au bout de la période comme un de ceux qui passent celle-ci, la période en question, au crible sous l'angle volontiers de la crise. Le tout s'effectue au sein d'un espace discursif particulier où notamment le latin des autres, de loin venus, s'inscrit à l'intérieur de la parole en vernaculaire, où plus largement se joue un travail de la pensée qui ne peut prendre consistance que par le lien tissé entre l'écrivain et son partenaire. Alors voici donc les 2 ouvrages. J'ai fait figurer le premier d'entre eux qui vient de reparaître au Classique Garnier, et ils ne sont pas sans rapport en fait, mais bon, celui sur lequel j'interviendrai, c'est celui que vous voyez en plus gros ici. Donc sur ces bases, je vais examiner les choses en 4 temps que vous avez là, le champ de la production du texte, autour du hasard, la question de la langue et vers la réception. C'est ambitieux, mais je vais essayer de, disons, respecter le temps imparti. Alors, on connaît ces phrases du... Oui, c'est pas... J'espère qu'on voit un peu l'exemplaire de Bordeaux. Oui, j'ai l'impression que ça va. Ces phrases du chapitre de 3 commerces, le chapitre 3 du livre 3, où Montaigne se décrit dans sa librairie. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues, etc., où la lecture est vue comme une flânerie. Et l'écriture qui en résulte ne semble pas avoir plus d'assises et de fermeté. Là où les premiers humanistes avaient rêvé de synthèse entre les cultures, Montaigne accuse les disparates, faisant de ses essais le fruit d'un pillotage primesautier personnel, d'un bricolage en un mot, il le dit lui-même, une marqueterie mal jointe. Par là, l'ouvrage consacre la faillite de l'encyclopédisme, tout autant qu'il problématise les modalités de l'écriture humaniste. 2 exemples, la citation n'y est plus mot doré ou parole d'autorité, fut-elle encore distinguée par la présentation matérielle dès les premières versions du texte, l'italique. Plus que nulle autre part ailleurs auparavant, elle devient une façon de se dire, de s'écrire, de se connaître, de s'interroger, en un palimpseste qui en vient presque à effacer la différence entre le propre et l'étranger. Également, le commentaire, texte habituellement second, marginal, en vient peu à peu à occuper le cœur et à se faire matière du livre. Mieux, au fil des éditions, s'accentue la tendance à l'autoréflexivité quand le thème se renverse en soi, pour reprendre une citation des essais. Et de manière éloquente et presque spectaculaire, l'œuvre se prend elle-même comme objet. Pour autant, cette logique du commentaire, je reprends les mots d'André Tournon dans un ouvrage de référence il y a quelques années, qui, selon le dit André Tournon, était un des modes de fonctionnement des essais, ne constitue pas une clé systématique de compréhension de ces derniers. Montaigne se démarque en permanence des ordres du discours en vigueur,
des grammaires à sa disposition, dont la rhétorique, si capitale dans l'humanisme. L'entreprise s'inscrit dans le temps et ses vicissitudes. On pourra objecter que nombre d'œuvres de la Renaissance, des adages d'Erasme aux poèmes de Ronsard, sont l'objet de remaniements et amplifications d'une version à l'autre sur parfois plusieurs dizaines d'années. Mais avec les essais, cette pratique éditoriale se cheville à un dessin philosophique inédit, en un registre qui loge de façon viscérale, pourrait-on dire, la durée au sein de l'espace textuel. Moyennant quoi, il convient de distinguer l'histoire du texte, si l'on peut dire, et l'histoire du livre, puisque les éditions des livres ne sont que des jalons trompeurs, arrêtés comme gelés, pour reprendre l'expression de Rabelais, d'une tâche que seule la mort peut interrompre. Ce que donne à lire en particulier l'exemplaire de Bordeaux, dont je vais vous présenter quelques pages, avec ses additions autographes sur l'imprimé, et aussi ses additions manuscrites en marge, ou repentir, comme on les appelle parfois. Mon second temps, donc, s'intitule « Autour du hasard », qui est une des lignes de force, on peut dire, de l'ouvrage « Rencontre et reconnaissance ». C'est donc que le sujet et le plan d'immanence, pour parler comme Deleuze, habitent puissamment les lignes des essais. Voilà une deuxième citation, empruntée au dernier chapitre de la version de 1580, de la ressemblance des enfants au père. Donc, C désigne les interventions sur l'exemplaire de Bordeaux selon les apparats critiques d'usage. Ce fagotage de tant de pièces se fait en cette condition que je n'y mets la main que lorsqu'une trop lâche oisiveté me presse, et non ailleurs que chez moi. Ainsi, il s'est bâti à diverses pauses et intervalles, comme les occasions me détiennent ailleurs parfois plusieurs mois. Au demeurant, je ne corrige point mes premières imaginations par les secondes. Oui, à l'aventure, quelques mots, mais pour diversifier, non pour ôter. Je veux représenter le progrès de mes humeurs et qu'on voit chaque pièce en sa naissance. Le progrès, la notion au sens moderne est apparue dès le XIe siècle, est à envisager ici selon l'étymologie. Il n'a rien d'une amélioration, d'une bonification au gré de l'évolution chronologique. L'autoconstitution, l'épanouissement libre et incoatif des facultés, fondamental dans l'humanisme dès le De Dignitate Hominis de Pic, citation 1504, Dieu dit à Adam, « Je t'ai mis au milieu du monde afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur », ou encore la fameuse formule d'Erasme, « Homines non nascuntur sed finguntur », traduite un peu, par « on ne naît pas homme, on le devient ». Donc, cette dimension d'autodétermination se déploie dans les essais selon une temporalité fragmentaire, d'heure en heure, de minute en minute. Ce n'est pas sans ressembler à ce que Sextus Empiricus a appelé l'exposé spécial dans les hypotypos spironiennes, avec une sorte d'accroissement de la subjectivité ici présente. Du coup, l'occasion, le mot apparaît ici, et tout ce qui est ressorti plus largement à l'aléatoire doivent être pris très au sérieux. Les fantaisies de la musique sont conduites par art, les miennes par sort, écrit Montaigne dans le chapitre du Repentir. Il avait écrit fortune d'abord, et comme ça arrive au moins à 2 reprises sur l'exemplaire de Bordeaux, il biffe fortune pour porter sort. Cette écriture de l'événementialité a à voir avec ce que j'ai appelé l'errance réfléchie et que j'ai abordé dans le second chapitre de l'ouvrage. Loin d'enregistrer passivement les fantaisies qui adviennent à l'esprit, Montaigne les gère en effet en fonction d'un dessein franchement orienté vers l'avenir. Il ne conçoit pas ses propos comme habités d'emblée par une signification définitive, mais les place toujours sous le regard d'un partenaire virtuel qui pourra accréditer ce qui a d'abord été délibérément produit de façon spontanée. Pascal s'inscrira dans ce sillage quand il notera, enfin je crois, dans ses pensées, « J'écrirai ici mes pensées sans ordre et non pas peut-être dans une confusion sans dessein ». Plus largement, je crois que s'ouvrent là des perspectives en direction d'une histoire improbable au prime abord dans sa formulation, des poétiques de la contingence, de Montaigne à Mallarmé et peut-être même au-delà. Je n'ai pas souhaité pour autant traiter la question du hasard d'une manière conceptuelle et systématique, une sorte de hasard constitué, si l'on veut. À la place, un examen des configurations mues par l'hypothèse selon laquelle l'écriture est propice au développement de perceptions épaisses et selon laquelle les essais, par le travail qu'ils effectuent sur les discours dont ils sont tributaires,
différentes grammaires de la subjectivité, substrat herméneutique de type divinatoire, laissent entrevoir une expérience de la contingence mentale et scripturale, on serait dans le hasard constituant si l'on veut, du reste de plus en plus accusé au fil des éditions. On voit surgir des termes comme hasard, justement, mais également sort et cas en grand nombre. Il semble ainsi que Montaigne, en scrutant un sujet de la commune sorte, ce qu'il revendique très fortement, aille plus loin dans l'appréhension du hasard que les œuvres spéculatives de son temps, jusqu'à celle de Giordano Bruno, par exemple, qui conclut et fait la synthèse, on peut dire, de l'humanisme philosophique à la fin du XVIe siècle, qu'il en éloigne les explications providentialistes qui lui sont encore attachées et nourrissent de la sorte le débat ouvert il y a bien longtemps par Lucien Febvre d'un siècle qui veut croire et ne pourrait pour cela se départir d'un horizon de référence providentialiste. La thèse de Febvre a d'ailleurs été en son temps contestée par Athée et athéisme de François Berriot, mais l'inflexion que je propose consiste à conférer au dispositif du littéraire une capacité d'anticipation, en quelque sorte. Un lieu de trouble, selon l'expression de Terence Cave, dans Préhistoire, dont je me revendique, ou mieux, un lieu privilégié, c'est peut-être le petit apport que je propose par rapport à Terence Cave, privilégié d'avancées intellectuelles ou d'expériences non encore théorisées, comme c'est le cas évidemment de celle du hasard avant le modèle mécaniste qui s'imposera et se formalisera dans les siècles suivants. Je passe au troisième temps, sur la question de la langue. Si la langue des poètes, notamment, reste le latin dans les essais, Montaigne choisit le françois, matière peu ferme comme son œuvre tout entière, selon le chapitre de la vanité encore. Il suit là un mouvement de réhabilitation inauguré par le De Vulgari Eloquentia de Dante et sa traduction italienne par Trissino en 1529 et prolongé en France par le De Philologia de Budé en 1532 ou la Défense bien connue de Du Bellay en 1549. Mais contrairement à ce dernier, Du Bellay, il dénonce toute forme de néologie formelle. Je cite des extraits du chapitre Sur des vers de Virgile, chapitre 5 du livre 3 des Essais. Le maniement et emploi des beaux esprits donne prix à la langue, non pas l'innovant, tant qu'en la remplissant de plus vigoureux et divers services, l'étirant et ployant. Ils n'y apportent point des mots, mais ils enrichissent les leurs, appesantissent et enfoncent leur signification et leur usage, lui apprennent des mouvements inaccoutumés, mais prudemment et ingénieusement. Ce maniement, prudent et ingénieux, remet en cause l'idée communément admise d'une pratique chez Montaigne imprécise de l'idiome vernaculaire. C'est ce qu'avait dit en particulier Hugo Friedrich dans son Montaigne, ouvrage de référence. En quoi l'expression étirée et ployée, ici utilisée, peut-elle s'appliquer au vocabulaire ? Dans les essais, le sens d'un mot est foncièrement local, contextuel. Mais cette logique horizontale ne supprime pas le halo de signification qui continue d'environner le vocable, la stratification et la sédimentation de ses utilisations dans les langues et les cultures savantes, mais également dans les langues vernaculaires à disposition, utilisation que l'ouvrage peut actualiser en d'autres endroits. Fonctionnement des notions assez caractéristiques, ce me semble, de l'humanisme, transplanté dans des cas nouveaux et modelés sur eux, mais qui restent adossés à un univers de représentation intellectuelle transmis par les habitus propres au temps, ce qui rend ardu de les hypostasier ou d'y voir des concepts au sens moderne. De plus, les termes les plus révélateurs de l'outillage intellectuel propre aux essais cette fois sont ceux qui se déploient à la fois sur le plan de la référence et sur celui de la réflexivité. Il concerne le langage en général, la méthode, la façon des essais. Si j'avais envisagé précédemment à cette aune des substantifs renvoyant plutôt aux représentations au sens large, fantaisie, songe, rêverie, lesquels s'inscrivent dans le sillage du pyrrhonisme, j'ai cette fois privilégié des termes plus communs. C'est la citation juste après. En notre langage, je trouve assez d'étoffe, mais un peu faute de façon. Car il n'est rien qu'on ne fit du jargon de nos chasses et de nos guerres qui ait un généreux terrain à emprunter. Et les formes de parler, comme les herbes, s'amendent et fortifient en les transplantant. D'aucuns de ces mots que je viens de trier, nous en apercevons plus aisément l'énergie, d'autant que l'usage et la fréquence nous en ont aucunement avili et rendu vulgaire la grâce. Comme en notre commun, il s'y rencontre des phrases excellentes et des métaphores desquelles la beauté flétrit de vieillesse et la couleur s'est ternie par maniement trop ordinaire. Soit les deux mots, du coup, qui constituent le fil rouge
de mon livre rencontre à une acception militaire très précise dans le français du XVIe siècle. Elle sera reprise par le Trésor de la langue française de Nicot en 1604, qui lui aussi fait une synthèse en quelque sorte de l'état de langue du XVIe siècle français. De même d'ailleurs que reconnaissance, qui désigne l'inspection de l'inconnu. On l'a vu dans la citation, celle-ci, reconnaître le train de mes mutations. Alors ça peut désigner la reconnaissance, au fond, reconnaissance de ce qu'on connaît déjà, ou alors une inspection de ce qui est inconnu. Il y a d'ailleurs une espèce de, comment dirais-je, de polysémie, là, en germe, d'une énergie, très exactement, comme Montaigne le dit dans la citation, pardonnez-moi, en question, celle-ci donc. Le binôme, par ailleurs, tropisme narratif bien connu, déjà en germe chez la Boétie, puisque la Boétie utilise des termes comme malencontre ou entreconnaître, est exemplaire, je crois, du dégradé sémantique propre aux essais, par où on passe de la description du monde à la forme de la parole, voire au fonctionnement même de l'autoportrait conduit dans le livre. J'en arrive au dernier temps avant de conclure, vers la réception comme il se doit. Sur les ruines de la certitude objective, le problème de la vérité se déplace du côté de cette manière de dire, où doit transparaître la bonne foi du locuteur, revendiquée dès l'avis au lecteur de 1580. Montaigne favorise ainsi toutes les modalités aptes à installer son ouvrage dans l'ordre gnoséologique qui lui convient. Modalisateur de vérité, tour imprémédité et hardi du message, modèle parésiastique qu'il retrouve dans le discours de Socrate à ses juges, tel qu'il le transcrit dans le chapitre de la physionomie du livre 3 des Essais, ou encore modèle du témoignage, c'est les travaux d'André Tournon, là encore, qui ont mis ça en évidence, tension neuve, peut-être nouvelle, inédite, entre écrit et oral. Le début du chapitre de l'utile et de l'honnête, qui peut apparaître d'ailleurs comme un seuil du livre 3, s'ouvre de la sorte. Personne n'est exempt de dire des fadaises, le malheur est de les dire curieusement. Nae iste magno conatum magnas nugas dixerit. Cela ne me touche pas, les miennes m'échappent aussi nonchalamment qu'elles le valent, d'où bien leur prend. Je les quitterai soudain à peu de coûts qu'il y eut, et ne les achète ni les vends que ce qu'elles pèsent. Je parle au papier comme je parle au premier que je rencontre. Qu'il soit vrai, voici de quoi l'apprécier, ce qui peut désigner aussi bien le chapitre que le livre 3 tout entier. Les essais par là donnent un tour original à la tentation de présence dans l'écriture, pour reprendre un titre de Gérard Defoe naguère, ce jusque dans les majuscules insolites de segmentation, que l'on peut interpréter ainsi, sur l'exemplaire de Bordeaux, un système de segmentation qui déroge aux usages de ponctuation du temps, sur lequel on peut faire pas mal d'hypothèses, mais en tout cas dont on doit la mise en évidence à André Tournon une fois de plus. Dans l'avis liminaire de 1580, Montaigne déclare également n'avoir nulle considération du service du lecteur. Là où l'écrivain refuse que son discours s'édicte par préceptes et résolutions, c'est une de ses expressions encore, le lecteur ne trouvera pas ce qu'il pourrait espérer d'un maître de vérité. À la place, lui sont proposés des cheminements à parcourir, voire contestés en toute liberté. Les essais, ce me semble, bouleversent ainsi les modalités habituelles qui régissent la transmission de la connaissance, substituant à cette dernière la reconnaissance, requise mais non obligatoire, de l'image, c'est encore une expression de Montaigne, en Constitution. Mais ce sont pour autant, c'est important, en vertu même du mouvement quasi phénoménologique de l'essai, où l'objet se replie sur le sujet, l'objet à connaître se replie sur le sujet connaissant en permanence, que les objets considérés dans le livre sur le monde, l'homme, qui fondent ce dernier, un creuset malgré tout fondamental du savoir humaniste, soient dilués dans le processus ou remplacés, si l'on veut, par un moi souverainement projeté sur le devant de la scène et qui se substituerait au contenu de savoir. C'est simplement le statut de ces derniers qui a changé, on peut dire, de visage et de sens. Cette reconnaissance, qui combine dimensions mimétiques et herméneutiques, est, bien avant le Proust du temps retrouvé, la condition en dernière instance de la vérité des essais, vérité de type contractuel liée à une homologation. Elle postule une sorte de lecteur idéal avant la lettre, que ce soit Montaigne se relisant ou un quelconque suivant, capable de donner consistance au parcours. Du reste, là encore de plus en plus intensément au fil des éditions, sont délivrées des indications sur l'ordre singulier des propos, le langage pour les exprimer, comme l'attitude à adopter pour cela. Une attitude
où se conjoignent, ou doivent se conjoindre, la compréhension intellectuelle et la volonté d'autonomie propre aux âmes réglées et fortes d'elles-mêmes, selon une addition autographe assez émouvante au chapitre de la présomption 2.17 qui commence par « Et puis pour qui écrivez-vous ?» soit la cognition et l'éthique, si l'on peut dire. Je rappelle cette formule de Pascal du point de vue de cette lecture affective, éthico-affective. Ce n'est pas dans Montaigne, mais dans moi que je trouve tout ce que j'y vois. Une éthique de la lecture qu'avant Montaigne sollicite d'autres façons, aussi bien la geste rabelaisienne que le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Tout se passe en fait comme si les trois piliers de l'humanisme, tels que Stéphane Toussaint les a décrits dans son récent ouvrage Humanisme, anti-humanisme, soit le studium, la caritas et la fraternitas, ou la civilitas si l'on veut, s'articulaient à nouveau frais ici, en une œuvre chargée de recréer dans son ordre spécifique des liens et des interactions, ce que Bruno, là encore, disons, théorisera, si on peut s'exprimer ainsi, dans son tout dernier livre, juste avant son exécution, le De Vinculis in Genere en 1591, sur les liens. Un système de liens et d'interaction, donc, pour compenser tout autant la perte de la relation vivante et amicale primitive, qu'avait si bien relaté Jean Starobinski dans le premier chapitre de Montaigne en mouvement, avec la Boétie, que la faillite des systèmes et des dogmes. Pour conclure, la lecture globale que je propose, si elle est résolument herméneutique et s'assume comme telle, fait tout sauf se copier de l'histoire. Heureusement, sinon je ne pense pas que je serai ici. Bien plutôt, nous avons essayé de montrer aujourd'hui que dans le moment Renaissance, il y a comme un cas Montaigne, autrement dit, que les essais adaptent nombre de coordonnées propres à l'humanisme, à leur régime singulier, ce qui les conduit à pousser souvent ces dernières à un point ultime d'incandescence. Qu'on se garde d'y voir pour autant une sorte de néo-romantisme qui instituerait les œuvres en mythe. On table davantage sur un lieu particulier, propre à celle-ci, des façons originales à l'intérieur de la res literaria et en marge des discours orthodoxes, voire à partir d'eux, d'investir production et réception de l'écrit, d'habiter la parole et de construire des commerces non autoritaires. Ce qui, en conséquence, relève toujours d'une sociologie de la pratique lettrée, mais une sociologie où le texte prend toute son épaisseur en tant que reflet, vecteur, révélateur d'un temps où l'auteur n'est pas encore aussi fortement tributaire des normes sociales, n'a pas à se dissimuler qu'il le sera un peu après, et où, de la sorte, les avancées les plus hardies sur le plan intellectuel sont parfois possibles. Et peut-être est-ce d'abord là, finalement, que se loge la littérarité de l'objet en question. Je vous remercie. Première contribution qui nous montre comment on parle de Montaigne aujourd'hui. Évidemment, je remarque que je me souviens bien des... Vous avez cité deux références principalement, André Tournon et Terence Cave. Ce sont les deux qui, me semble-t-il, marquent le plus votre lecture de Montaigne aujourd'hui. Bon, évidemment, le livre de Terence Cave a été publié en 1979, de Cornucopian Text, qui marquait un moment important dans la lecture de Montaigne, les essais de Montaigne. Et le livre d'André Tournon, La glose et l'essai, probablement l'année suivante. 83. Oh, 83. Déjà, seulement 83. J'en ai fait un compte-rendu à l'époque, comme un compte-rendu de Terence Cave, qui était des livres importants. Je croyais que c'était un peu plus tôt, le livre d'André Tournon, La glose et l'essai. Alors, je voudrais d'abord vous demander, oui... En quoi ces deux ouvrages étaient profondément marquants, changeaient la lecture qu'on pouvait faire des essais de Montaigne, et en quoi ils sont encore d'actualité, puisque pour vous ils le sont, et ils marquent encore cette lecture de Montaigne. Ce sont des ouvrages, donc, 1979, 1983 ou plus tard. C'était la thèse d'André Tournon, qui a été republiée depuis dans une autre édition. Puis l'ouvrage de Terence Cave
a été traduit en français par la suite, mais assez longtemps plus tard. Puis il y en a eu d'autres, mais ce sont ces deux-là qui ont marqué des tournants dans la lecture de ces essais. Oui. Il est frappant que ce soit les deux auxquels vous vous référez. Vous appuyez sur le bouton. D'accord. Oui, bon, merci de votre lecture, à vous aussi. Le cornucopia de Cave, effectivement, proposait une sorte de relecture, finalement, de certains grands textes de la littérature humaniste, via en particulier l'abondance, l'amplificatio, telle qu'elle est interprétée, relue par Quintilien, et telle que les humanistes peuvent s'en emparer ailleurs, bien évidemment, que dans les textes rhétoriques au sens strict. Alors, en ce qui concerne Tournon, la glose et l'essai intervenait juste après, j'aurais dû le mentionner aussi, d'ailleurs je le cite, hein, le Lire les essais de Montaigne de Jean-Yves Pouilloux, qui a déterminé, peut-être encore davantage d'ailleurs, hein, les lectures modernes, et en 68 pour le coup, 70. Et avec Jean-Yves Pouilloux que j'ai lu les essais de Montaigne à Paris 7, hein, lorsque j'ai commencé à lire les essais. Et en effet, le tout petit livre de Jean-Yves Pouilloux, hein, Lire les essais de Montaigne, qui a dû être publié en 70 ou 71. Oui, c'est Maspero. Chez Maspero. Bon, c'était un tout petit livre dont le titre était une sorte de copie du Lire le Capital d'Althusser, hein, c'était ce moment-là, marquait la volonté de retourner au texte des essais contre toute lecture biographique, toute lecture idéologique aussi, hein, et pour aller vers une lecture qu'on n'appelait pas encore rhétorique, mais enfin qui était déjà de cet ordre. Bon, de mon point de vue, oui, c'est ça. De mon point de vue, Pouilloux proposait une sorte de méthode pour lire les essais contre les ordres du discours en vigueur, les ordres du désordre. Il y a un sous-titre qui s'appelle ainsi dans le livre. Et là où il situait les choses d'un point de vue logique, André Tournon les situait selon finalement une orientation un peu semblable de lecture réflexive, une logique réflexive, dans l'ordre historique, en prenant le modèle de la glose juridique comme modèle d'intellection, on peut le dire, des essais dans l'espace du discours dit littéraire et non plus du discours de pouvoir judiciaire. J'ajoute pour terminer que le livre en réalité de Terence Cave qui marque sans doute le plus ce travail, c'est Préhistoire, hein, paru à Genève en 99 chez Drault, texte troublé au seuil de la modernité parce qu'il contient justement un soubassement théorique qui fait parfois défaut aux études littéraires césémistes, il faut bien le dire, à partir duquel effectivement j'essaye un peu de fonder mon propre travail. Alors, je voulais vous interroger sur un autre livre de Terence Cave, justement. Oui. Encore un autre. Parce que bon, cette notion de reconnaissance qui est centrale dans le livre, peut-être moins dans ce que vous nous avez proposé, bon, c'est la notion d'anagnorésis, et c'est celle qui fait l'objet d'un autre livre de Terence Cave. Donc, quel est le rapport avec cette anagnorésis et Terence Cave de ce point de vue? D'abord, je dois vous remercier de me l'avoir fait découvrir parce que ce que vous écrivez dans le démon de la théorie, que c'est un ouvrage aussi important que le Mimesis d'Auerbach, je suis bien d'accord. Il forme une sorte de deuxième volet de lecture de la poétique avec une notion que Fry aussi avait déjà investie, et Ricoeur un peu avant Cave, sauf qu'il l'avait fait d'un point de vue théorique, là où la force du travail de Cave est de se situer vraiment à l'articulation de la théorie et de l'histoire. Et de fait, Recognitions embrasse extrêmement large, allant d'Ulysse à Virginia Woolf quand même, autour de cette notion que l'on retrouve chez Proust aussi, entre autres. Bon. En ce qui concerne Montaigne, bon, ça m'intéressait à plusieurs titres. J'ai essayé également d'historiciser la notion, d'en voir le spectre d'usage à l'intérieur des essais. Les acceptions sont assez semblables à celles d'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe pour Rencontre, où il y a des acceptions singulières au moyen français, disons. Il y avait également le livre de Paul Ricoeur, qui me paraît important, en arrière-plan, Parcours de la reconnaissance, hein, qui était assez récent lorsque je rédigeais cet ouvrage, pour essayer de voir la fécondité, finalement, de cette notion, à plusieurs titres, hein, d'un point de vue, en effet,
comment dire, herméneutique par rapport à l'autoportrait, mais également d'un point de vue intellectuel, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, la transition de la connaissance à la reconnaissance est assez intéressante aussi dans l'ordre gnoséologique, si l'on considère que les essais proposent un contrat de vérité sur le diagnostic ou sur la ruine finalement de la certitude objective et le fait d'avoir pourfendu finalement les dogmes à partir de l'empreinte pyrrhonienne, qui est l'empreinte philosophique tout de même des essais, ça on pourrait le contester. Vous avez caractérisé ce moment par 4 traits, en tout cas, ce matin. Le premier étant donc le commentaire, avec Tournon. Bon, ce qui était remarquable dans le livre de Tournon, mais je reviens donc à presque 40 ans en arrière, c'était d'appliquer à l'écriture de l'ensemble des essais la méthode qui était celle des additions marginales de l'exemplaire de Bordeaux. C'était ça qui était remarquable, c'était de dire que les essais avaient toujours été écrits comme ça, et de retrouver donc dans les couches les plus anciennes du texte des essais une démarche de glose et de commentaires qu'on pouvait repérer dans l'exemplaire de Bordeaux. Et c'est ça qui bouleversait beaucoup la lecture du texte. C'est pour ça que, me semble-t-il, que ce livre a eu une telle efficacité. Donc, commentaire. Deuxième trait, vous avez parlé du hasard, et quand vous évoquiez cette notion de progrès, au fond, quand Montaigne utilisait le mot progrès, c'était assez synonyme d'une expression que vous n'avez pas lue, qui venait un peu plus loin, le train des mutations. Absolument. Le progrès, c'est simplement le train des mutations. C'est le mouvement, le mouvement de l'expérience de pensée qui va ça et là. Troisièmement, ce moment de langue, alors ce qui était évidemment frappant dans les citations sur des vers de Virgile, c'est l'insistance sur la vigueur. C'est la notion de vigueur, revigorer la langue avec ses enrichissements. Et le quatrième point, c'est cette vérité qui résiderait dans la réception, et non une vérité logique ou d'adéquation, si je vous comprends bien. C'est ça qui caractériserait ce moment, et en particulier ce que vous appelez le cas Montaigne. Ce qui m'a frappé dans les travaux les plus... le mouvement alors, des travaux sur Montaigne dans la période récente, c'est l'accent mis de plus en plus fortement sur le scepticisme par beaucoup des commentateurs ou des chercheurs les plus jeunes. Comment vous placez-vous par rapport à cet immense continent fouillé par beaucoup d'entre eux? Ni en refus complet, mais en même temps en essayant finalement d'y voir un moment dans la trajectoire intellectuelle de Montaigne, la découverte des hypotyposes pyrrhoniennes, moment qui en particulier se noue et se cristallise autour de l'apologie de Raymond Sebond, qui est le grand chapitre philosophique, théorique, apologétique aussi des essais, mais en même temps que le projet, sa part de subjectivité, les coordonnées humanistes multiples qui s'articulent au scepticisme vient un peu bouleverser. De ce point de vue, le hasard en tant que concept, pour parler en philosophe, ne fait pas vraiment partie de l'arsenal méthodologique du scepticisme. Là, Montaigne hérite de d'autres traditions, comme celle de la fortuna, par exemple latine, que l'on trouve aussi dans la poésie lyrique, d'ailleurs, qui innerve pas mal de littérature européenne, mais c'est pas véritablement dans le scepticisme qu'il le trouve. Une des attestations néanmoins qu'on ait, c'est la manière dont l'ataraxie arrive par hasard, dit Sextus, toukikos en grec, mais à ma connaissance, ce n'est pas vraiment un terme que l'on trouve vraiment dans le corpus sceptique. C'est en cela qu'effectivement, je me distingue de ces productions, sans nier évidemment l'apport le fait qu'elles enrichissent évidemment, elles nourrissent la lecture de Montaigne, parce que de fait le texte est marqué par une crise sceptique. Il n'est pas le seul, loin de là, mais il y a ça aussi. On le dépasse petit à petit. Le livre
mon collègue et ami Bernard Sèvres, par exemple, que je veux citer aussi ici, Des règles pour l'esprit, essaye d'une autre manière que la mienne d'aller au-delà de cette lecture pyrrhonienne ou sceptique. D'accord. Donc vous démarquez d'une certaine façon de cette abondance des lectures de philosophes, hein, notamment de philosophes, qui ont mis beaucoup l'accent sur cette tradition du scepticisme dans la lignée de l'ouvrage évidemment, l'historien des idées dont le nom m'échappe, Popkin, relu, qui a eu une grande influence, mais très tardive en France, parce que c'est un livre beaucoup plus ancien dans la tradition anglo-américaine, mais qui a fait des petits dans la lecture française à une date assez tardive. Oui. Il y a une question de méthode également, c'est que, sans artifice, je pense vraiment que la lecture des essais demande une herméneutique extrêmement serrée des dispositifs et qu'à ce titre, ce qu'on appelle le philosophique n'est pas détachable de ce qu'on appelle le littéraire. Voilà. C'est aussi ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail véritablement d'histoire des idées, ou si ça l'est, c'est à partir vraiment des lectures très, très précises et singulières. Voilà. Je m'aperçois que j'ai trop parlé, mais qui souhaite prendre la parole et interroger Olivier Guerrier sur l'état présent de ses travaux sur Montaigne et sur la Renaissance? Ces travaux sont, je crois, très vivants, hein, très actifs. Hein, il y a une grande actualité. C'est justement, c'est assez remarquable quand on s'intéresse à Montaigne depuis 40 ans, largement 40 ans, comme c'est mon cas, de voir les modèles successifs qui ont été employés pour la lecture d'essais. Vous avez cité Jean Starobinsky aussi. On peut mentionner Alain Legros aujourd'hui, qui est l'auteur du travail philologique sur les manuscrits, par exemple, extrêmement important. C'est une autre orientation. Il y a une lecture sociologique depuis la biographie de Philippe de Sang. Enfin bon, effectivement, on est un champ, comme il y en a d'autres, hein, mais assez intéressant d'orientation critique et théorique diverses. Voilà. Alors on peut peut-être ajouter qu'en effet, aujourd'hui, on dispose aussi, notamment les travaux d'Alain Legros que vous avez cités, qui sont largement accessibles sous forme numérique. Beaucoup de ces travaux de corpus dont on ne disposait pas auparavant, hein, qui sont sur le site Monlo, des bibliothèques virtuelles humanistes. Oui, hein, donc vous avez là beaucoup de travaux importants maintenant pour explorer Montaigne. C'est aussi une donnée nouvelle, hein, des études sur la Renaissance et sur Montaigne, c'est ce dont on peut disposer sous forme numérique.